Ici, les gens disparaissent plus vite qu'un battement de paupières, sans cri, sans trace de lutte, comme si une gomme les avait tout simplement effacés de la réalité. Aujourd'hui encore, ces lieux sont ouverts aux touristes, et personne ne vous préviendra qu'il s'agit d'un piège. Nous allons descendre dans les véritables trous noirs de notre planète, d'une forêt qui hypnotise ses victimes à une vallée où l'on ne retrouve que des morceaux de corps. Éloignez les enfants des écrans et regardez jusqu'au bout, car le lieu classé numéro 1 se trouve dans une destination où des millions de personnes rêvent de se rendre, sans savoir qu'elles achètent peut-être un aller simple. C'est parti! Dans l'État du Queensland, au cœur d'un parc national, se dresse une formation que les aborigènes de la région évitent depuis des millénaires. Son nom officiel est Black Mountain, la montagne noire. Mais les peuples autochtones l'appellent Kalkajaka, ce qui signifie « le lieu de la lance » ou, dans une traduction plus libre, « la montagne de la mort ». À elle seule, sa vue donne des frissons. Imaginez un gigantesque amas d'énormes blocs de granit noir, entassés dans le plus grand chaos jusqu'à former une montagne haute de plusieurs centaines de mètres. Il n'y a pratiquement aucune terre, aucun arbre, seulement de la roche noire chauffée à blanc par le soleil. On dirait qu'un géant a renversé ici un seau rempli de charbon. Pourquoi ce lieu ouvre-t-il notre classement? Parce que des personnes et des animaux y disparaissent avec une régularité effrayante. Et le plus terrifiant, c'est la manière dont ils disparaissent. L'une des histoires les plus célèbres remonte à la fin du XIXe siècle. Un fermier de la région nommé Griner recherchait des taureaux qui s'étaient échappés. Leurs traces menaient tout droit au pied de Kalkajaka. Pisteur expérimenté, Griner s'engagea dans le labyrinthe de roches noires avec son cheval et son chien. Aucun d'eux n'en ressortit. Plus tard, les équipes de recherche ne trouvèrent rien, ou plutôt, pas tout à fait. Elles découvrirent des traces qui s'interrompaient brusquement, comme si le cavalier et ses animaux s'étaient envolés. Aucun corps, aucun équipement. Et ce ne fut pas un cas isolé. La police locale conserve des archives sur la disparition d'un coursier nommé Sugarfoot Jack, volatilisé ici avec 2 compagnons de route. 2 pisteurs de la police pénétrèrent également dans les grottes de la montagne à la recherche d'un criminel disparu. Eux aussi se fondirent dans l'obscurité, sans laisser de traces. Les géologues modernes tentent d'apporter une explication rationnelle. Kalkajaka n'est pas un massif monolithique, mais un empilement de millions de blocs. Entre eux, s'étend un réseau apparemment infini de cavités, de tunnels et de grottes qui plongent profondément sous terre. Lorsque le vent souffle sous un certain angle, la montagne émet des sons terrifiants. Les touristes les décrivent comme un grondement sourd, un sifflement, voire des gémissements. Imaginez-vous debout sous une chaleur accablante, entouré de roches noires, tandis qu'un profond soupir monte de sous vos pieds. Selon les psychologues, ces infrasons peuvent provoquer des crises de panique, une désorientation et des hallucinations. Le scénario serait toujours le même. Quelqu'un s'aventure un peu plus loin, entend un bruit étrange, perd ses repères, fait un faux pas et tombe dans l'une des milliers de crevasses. Ces pièges de pierre peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Il est inutile de crier. L'épaisse masse de granit étouffe tous les sons. Vous vous retrouvez emmuré vivant dans une prison de pierre, tandis qu'à l'extérieur, vos amis passent à 2 mètres de vous, sans se douter que vous êtes en train de mourir juste sous leurs pieds. Mais les aborigènes rejettent cette explication. Selon leur légende, un esprit maléfique vit à l'intérieur de la montagne et se nourrit de l'âme de ceux qui osent franchir ses limites. Ils disent que si vous apercevez Kalkajaka, vous ne devez pas la regarder trop longtemps. Elle pourrait vous appeler. Et à vrai dire, au vu du nombre de disparitions, l'hypothèse des esprits ne paraît pas moins crédible que celle des chutes accidentelles. Car comment expliquer la disparition de groupes entiers dont les membres se tenaient par la main? Nous partons au cœur de l'Afrique, au Zimbabwe. C'est là que se dresse le mont Nyangani. Sur les photos,
L'endroit ressemble à un paradis. Des versants verdoyants, des cascades, du soleil. Un lieu idéal pour les touristes. Mais demandez aux habitants s'ils accepteraient d'en faire l'ascension, et vous verrez dans leurs yeux une peur viscérale. Ils connaissent un secret que les guides passent sous silence. Cette montagne serait capable d'effacer des êtres humains de la réalité. Les disparitions semblent toujours suivre le même scénario, comme un disque rayé. Vous avancez sur un sentier par un temps magnifique quand, en quelques secondes, un étrange brouillard s'abat sur vous. Ce n'est pas une simple nappe d'humidité. Les survivants parlent d'un « mur de lait ». Il étouffe les sons, dérègle les boussoles et désoriente instantanément ceux qui l'enveloppent. À cet instant, vous basculez hors de notre monde. Le cas le plus terrifiant s'est produit en 2014. Zaïd Dada, âgé de 31 ans, gravissait la montagne avec sa femme. Il s'est éloigné du groupe d'à peine 10 mètres pour admirer le paysage. Ses amis ont détourné les yeux l'espace d'une seconde. Lorsqu'ils ont regardé de nouveau dans sa direction, Zaïd avait disparu. C'était un plateau entièrement à découvert. Il n'y avait nulle part où se cacher. Des unités des forces spéciales et des hélicoptères équipés de caméras thermiques ont été mobilisés pour le retrouver. Les appareils étaient censés détecter la chaleur de son corps, même sous terre. Pourtant, leurs écrans n'ont révélé qu'un vide absolu. Zaïd s'était tout simplement volatilisé. À ce jour, il n'a jamais été retrouvé. Mais les récits de ceux qui sont revenus sont plus effrayants encore. Dans les années 80, les 2 filles d'un responsable local ont disparu sur la montagne. Les recherches ont duré 4 jours. Elles ont finalement été retrouvées vivantes, mais en état de choc. Et leurs récits dépassent l'entendement. Les jeunes filles juraient qu'elles n'avaient jamais disparu. Selon elles, elles étaient restées assises sur un rocher pendant seulement quelques heures. Durant ces 4 jours, elles avaient vu les hélicoptères de recherche voler juste au-dessus de leur tête. Elles avaient également vu les secouristes passer à 2 pas d'elles. Elles avaient crié, agité les bras et même lancé des pierres dans leur direction. Mais les sauveteurs regardaient à travers elles. Aux yeux du monde des vivants, les 2 jeunes filles étaient devenues des fantômes invisibles. Imaginez ce cauchemar. Voir les secours, mais rester prisonnier derrière une paroi invisible. Les anciens de la région affirment que le mont Nyangani est un être vivant, régi par ses propres règles. La plus importante paraît absurde, mais elle sauverait des vies. Si vous vous perdez dans le brouillard, vous ne devez pas pleurer. Si vous cédez à la panique, si vous sanglotez ou vous plaignez, la montagne ne vous laissera pas repartir. Il faut s'asseoir et attendre en silence que les esprits se désintéressent de vous. Les proches de Zaïd Dada ont consulté des sorciers. Ceux-ci leur ont affirmé qu'il était trop en colère et qu'il avait crié. La montagne se serait alors offensée. Et en ce moment même, le mont Nyangani se dresse toujours là. Une belle et mortelle piège qui attend que vous rompiez le silence. Direction les États-Unis, dans le paisible état du Vermont. D'ordinaire, il ne s'y passe rien. Des forêts, des montagnes, de l'ennui. Pourtant, autour de la ville de Glastonbury, il existe une zone que les habitants appellent le Bennington Triangle. Et ce qui s'y est produit de 1945 à 1950 défie toute logique. Ici, les gens ne se perdent pas simplement dans la forêt, ils disparaissent sous les yeux de témoins. Le cas le plus stupéfiant, qui laisse encore le FBI perplexe, s'est produit le 1er décembre 1949. James Tedford rentrait chez lui en autobus. C'était l'hiver, les fenêtres étaient fermées et le véhicule roulait sans s'arrêter. Les 14 passagers ont confirmé que James était assis à sa place lorsqu'ils ont dépassé le dernier arrêt avant le terminus. Mais lorsque l'autobus est entré dans Bennington, la place de James était vide. Réfléchissez un instant. L'autobus roulait à pleine vitesse. Les portes étaient fermées, les fenêtres intactes, les affaires de James se trouvaient sur le porte-bagages supérieur et, sur son siège, une brochure ouverte indiquait les horaires des autobus. Mais l'homme, lui, avait disparu. Comme s'il s'était évaporé d'une boîte de conserve fermée, en plein trajet. Et ce n'est pas le seul cas. 1 an plus tard,
Paul Jepson, âgé de 8 ans, jouait dans la cour pendant que sa mère nourrissait les cochons. Elle détourna les yeux, littéralement pour 1 minute, et le garçon disparut. La police fit venir ses meilleurs chiens policiers. Les chiens prirent la piste, conduisirent les agents avec assurance jusqu'au milieu de la route, puis s'arrêtèrent. La trace s'interrompait en pleine chaussée, comme si l'enfant avait été emporté dans les airs. Il n'y avait aucune trace de pneus, ni aucune voiture à proximité. En l'espace de 5 ans, 5 personnes disparurent sans laisser de traces dans cette forêt. Le seul corps jamais retrouvé était celui de Frida Langer. Il fut découvert 7 mois plus tard, dans des herbes hautes, au milieu d'une clairière que les équipes de recherche avaient pourtant fouillée des dizaines de fois. Le corps était dans un tel état qu'il fut impossible de déterminer la cause du décès. Après 1950, les disparitions cessèrent soudainement. Qu'était-ce donc? Un tueur en série doté de pouvoirs d'invisibilité? Un ovni? Ou une faille temporelle? Il n'existe aucune réponse. Il ne reste qu'un autobus vide et des affaires abandonnées par leurs propriétaires. Nous partons vers le nord, dans l'étreinte glacée de l'Alaska. D'ordinaire, quand on entend l'expression « ville fantôme », on imagine une ancienne localité de la ruée vers l'or, désertée simplement parce que les filons se sont épuisés. Une banale affaire d'économie. Mais Portlock, sur la péninsule de Kenai, est une toute autre histoire. C'est le seul endroit de l'histoire moderne des États-Unis à avoir été évacué puis abandonné pour une seule et unique raison. Un prédateur inconnu s'était mis à décimer ses habitants. Imaginez Portlock dans les années 40. C'est alors une localité prospère, avec une conserverie, une école, un bureau de poste et des dizaines de maisons. Des familles y vivent depuis plusieurs générations. Ce sont des chasseurs et des pêcheurs aguerris qui ne craignent ni les ours ni les loups. Ils connaissent la forêt par cœur. Puis quelque chose s'installe dans les bois qui entourent Portlock. Les premiers à disparaître sont des chasseurs de mouflons. Des hommes robustes partent en forêt avec leurs fusils et ne reviennent jamais. Au début, on pense à un accident, une avalanche peut-être, ou un ours solitaire. Mais lorsque les équipes de recherche commencent à découvrir ce qu'il reste des disparus, la panique gagne toute la ville. Des corps sont retrouvés dans la lagune. Ou plutôt, des fragments de corps. Les victimes ont été mises en pièces avec une force monstrueuse, dont aucun ours brun ne serait capable. Plus tard, un habitant racontera avoir retrouvé le corps d'un ami dans un état laissant croire qu'on l'avait saisi par les jambes avant de le fracasser contre un arbre, comme une poupée de chiffon. Mais le pire ne se passe pas dans la forêt. Le pire, c'est que la créature commence à s'approcher des maisons. Les habitants disent avoir aperçu un être gigantesque, d'apparence humaine, couvert d'une fourrure sombre. Les tribus alutiques l'appellent Nantinak, mi-homme, mi-bête. Les témoins décrivent une créature de près de 3 mètres qui marche sur 2 jambes mais se déplace à une vitesse surnaturelle. Et ne craint pas le feu. À son approche, ceux-ci se contentent de gémir et vont se cacher sous les vérandas. Plus terrifiante encore, la créature semble ne pas craindre les balles. La terreur atteint son paroxysme en 1949. Les habitants n'osent plus sortir de chez eux, même en plein jour. La conserverie cesse toute activité. Imaginez l'atmosphère, une ville entière retranchée derrière des portes barricadées, les fusils chargés, à l'affût du moindre bruit. Les archives conservent une lettre officielle du receveur des postes locales. Rien de mystique dans ce document, seulement la froide horreur de la bureaucratie. Il demande à sa hiérarchie l'autorisation de fermer le bureau de poste, je cite, « en raison de la terreur constante exercée par une créature inconnue et des nombreux décès parmi les habitants. » Un jour, les habitants de Portlock prennent leur décision. Ils rassemblent quelques affaires, montent à bord de leur bateau et s'en vont. Ils abandonnent tout, leurs meubles, leurs outils, leurs maisons. Ils fuient comme si le diable lui-même était à leur trousse. Aujourd'hui,
Portlock se dresse toujours au même endroit. Les maisons ont pourri avant de s'effondrer et la conserverie a disparu sous la mousse. Mais le plus étonnant, c'est que, même après 70 ans, personne ne cherche à réhabiliter la localité. Les pêcheurs évitent cette baie. Quant aux chasseurs d'aujourd'hui, ils affirment qu'une étrange immobilité règne dans les forêts autour de Portlock, un silence de mort. Là-bas, les oiseaux ne chantent pas. Nous descendons de l'Alaska, un peu plus au sud, jusqu'en Colombie-Britannique. Ici, au milieu de forêts majestueuses et de nappes de brouillard, s'étend la Highway of Tears. Sur les cartes, c'est une voie de communication ordinaire, longue de 700 km. Mais les habitants lui donnent un autre nom, qui leur glace le sang. La Highway of Tears. Ce n'est ni du mysticisme, ni une légende urbaine. C'est un véritable engrenage de mort, en activité depuis des décennies. Imaginez une route qui traverse une immensité sauvage. D'un côté, une forêt dense. De l'autre, des montagnes. La localité la plus proche peut se trouver à plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est sur ce tronçon que, depuis 1969, des jeunes femmes commencent à disparaître. Le scénario est toujours le même. Une jeune femme fait du stop au bord de la route, où sa voiture tombe en panne. Quelqu'un s'arrête pour l'aider, et puis plus rien. Personne ne la revoit jamais, ni vivante, ni morte. Les statistiques officielles de la police font état de 18 victimes, mais les organisations autochtones et les habitants parlent d'un tout autre chiffre, plus de 80 personnes. Mesurez l'écart. Où sont passés les 60 autres? La police se contente de hausser les épaules, attribuant ces disparitions à une fugue ou à un accident dans la forêt. Mais le plus glaçant, sur la Highway of Tears, c'est son atmosphère. Des conducteurs routiers racontent que, sur ce tronçon, ils ressentent souvent une angoisse inexplicable. La radio cesse de capter le moindre signal, et ils ont l'impression que quelqu'un observe leur véhicule depuis les fourrés. Parfois, on retrouve les vêtements des disparus, soigneusement pliés à un endroit bien en vue. Comme si quelqu'un narguait la police en laissant derrière lui des trophées. Bien sûr, les scapiques diront qu'il s'agit simplement de l'œuvre d'un tueur en série. Mais c'est là que réside le principal mystère. Les disparitions se produisent depuis plus de 50 ans. Une seule personne n'aurait pas pu commettre des crimes pendant aussi longtemps. Cela signifie que, soit une véritable dynastie de meurtriers sévit ici, soit cet endroit attire le mal comme un aimant. Les habitants ont installé le long de la route des panneaux artisanaux. On n'y trouve pas de publicité pour des hamburgers, mais les visages des jeunes femmes disparues, et des messages comme « Un meurtrier est en liberté » et « Ne faites pas du stop au bord de la route ». C'est la seule route au monde où le panneau « Arrêt interdit » n'est pas une règle de circulation, mais une consigne de survie. On dit que la Highway of Tears possède sa propre énergie, lourde et visqueuse. Si vous vous arrêtez ici, de nuit, pour changer une roue, vous la ressentirez jusque dans votre peau. Le silence n'apaise pas, il oppresse, et tous ceux qui empruntent la route 16 appuient instinctivement sur l'accélérateur pour traverser ce couloir de la mort le plus vite possible. Parce que personne ne sait qui ou quoi sortira de la forêt si vous coupez le moteur. Nous traversons l'océan pour rejoindre l'Europe, et plus précisément, la légendaire Transylvanie. Oui, la patrie du comte Dracula. Mais croyez-moi, les vampires ne sont qu'un conte pour enfants comparé à ce qui se passe dans la forêt de Hoia Baciu, près de Cluj-Napoca. Les journalistes surnomment cet endroit le triangle des Bermudes de Transylvanie, tandis que les habitants évitent même de le regarder. Dès que vous franchissez la lisière de la forêt, vous comprenez que quelque chose ne va pas. La nature elle-même semble malade. Les arbres ne poussent pas droit. À leur base, ils se tordent étrangement à angle droit avant de s'élancer vers le ciel. Ils évoquent des silhouettes humaines recroquevillées dans l'agonie, ou d'immenses points d'interrogation. Et ils sont tous inclinés dans la même direction, comme s'ils s'inclinaient devant une force obscure et invisible au cœur du sous-bois.
Les scientifiques sont toujours incapables d'expliquer ce phénomène. Ni le vent ni le sol ne peuvent pousser une forêt à se développer de cette manière. Mais cette horreur visuelle n'est que le début. Ceux qui prennent le risque de s'enfoncer dans la forêt de Röya-Baciu subissent aussi des effets physiques. Vous avancez sur un sentier quand, soudain, vous ressentez de violentes nausées, des vertiges et une panique inexplicable. Vous avez l'impression que des milliers d'yeux vous observent derrière chaque arbre. De nombreux touristes en ressortent en courant, avec de véritables brûlures, des éruptions cutanées et des griffures sur le corps, alors qu'ils ne sont ni tombés ni passés à travers des buissons épineux. Ces marques apparaissent sous leurs vêtements, comme si l'atmosphère même de la forêt rongeait leur peau. La légende de disparition la plus célèbre concerne un berger. Un habitant de la région décida de faire passer un troupeau de 200 moutons à travers la forêt, afin de raccourcir le chemin jusqu'à la foire. Il s'enfonça dans les bois avec les animaux, et puis plus rien. Ni le berger, ni les moutons, ni même une touffe de laine ou un os ne furent jamais retrouvés. Disparaître sans laisser de traces dans une forêt où l'on voit à travers les arbres est impossible. Et pourtant, ils ont disparu. Une histoire encore plus terrifiante concerne une fillette de 5 ans. Elle s'était enfuie dans la forêt à la poursuite d'un papillon, puis elle avait disparu. Ses parents et la police la cherchèrent pendant des semaines, des mois, des années. Tout le monde finit par accepter l'idée que l'enfant était morte. Mais 5 ans plus tard, la fillette ressortit de la forêt, vivante. Le plus incompréhensible, c'est qu'elle portait exactement les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. Ils étaient propres et ne montraient aucune trace d'usure. Et le plus terrifiant, c'est que la fillette n'avait pas grandi d'1 seul centimètre. Pour elle, 5 minutes seulement s'étaient écoulées, alors que 5 années avaient passé pour le reste du monde. Où était-elle? Dans quelle poche temporelle? Elle ne se souvenait de rien. Au centre de la forêt se trouve un endroit que l'on appelle la clairière. C'est un cercle parfait de terre nue, où rien ne pousse. Des biologistes ont prélevé des échantillons du sol. Tout y est normal. Mais la vie refuse tout simplement d'y exister. On considère que cette clairière est l'épicentre de l'activité. C'est précisément ici, en 1968, que le technicien militaire Émile Barnéat a pris la photographie d'OVNI la plus nette de l'histoire, reconnue comme authentique par des experts. L'électronique y devient folle, les batteries se déchargent en quelques secondes et des visages apparaissent sur les photographies, alors qu'aucune de ces personnes ne se trouvait à proximité. La forêt de Röya-Baciu est un endroit où la frontière entre notre monde et quelque chose d'autre est si ténue que l'on peut accidentellement la traverser, simplement en se promenant entre ces arbres tordus. Des forêts sombres d'Europe. Nous voici transportés dans le désert brûlant de l'Arizona. Non loin de Phoenix, une chaîne de montagnes se dresse, dont le nom à lui seul hurle le danger. Les monts de la superstition. Pour les touristes, c'est un magnifique décor pour prendre des photos au milieu des cactus. Mais pour les aventuriers, c'est un véritable mouroir. La légende de ces lieux sent l'or et le sang. Au XIXe siècle, un immigré allemand nommé Jacob Waltz, surnommé le Hollandais, aurait découvert dans ces montagnes un filon d'or d'une richesse incroyable. Il a gardé l'emplacement de la mine secret jusqu'à sa mort en 1891, emportant ce secret dans la tombe. Depuis, des milliers de personnes, prises par la fièvre de l'or, se rendent dans ces montagnes à la recherche de la mine du Hollandais perdu. Le problème, c'est que beaucoup ne reviennent jamais. Et pour certains de ceux qu'on retrouve, mieux aurait valu ne jamais les retrouver. La grande énigme des monts de la superstition, c'est cette étrange tradition macabre. Ici, on ne meurt pas seulement de soif ou après une chute. Ici, on retrouve des gens décapités. Le cas le plus célèbre, devenu emblématique de l'horreur, est survenu en 1931 avec Adolf Ruth. Ce n'était pas un touriste naïf, mais un chasseur de trésors expérimenté. Il possédait une vieille carte qui, selon lui, menait tout droit à la mine.
Il est parti dans les montagnes, malgré les avertissements, puis a disparu. Après 6 mois de recherche, les équipes ont retrouvé ses restes. Et c'est là que le cauchemar commence. Le corps était intact, mais la tête avait disparu. On l'a retrouvé plusieurs mois plus tard, à plusieurs centaines de mètres du corps. Le crâne présentait des trous de balles, infligés à très courte distance. La carte, bien entendu, avait disparu. La police a conclu à un suicide. Oui, un suicide au cours duquel un homme se tire dessus à 2 reprises, puis dissimule sa tête à un demi-kilomètre de là. Mais les habitants du coin le savent, ce n'est pas un cas isolé. Dans les années 40, les années 50, et même encore aujourd'hui, on retrouve ici des corps décapités. Qui fait ça? Des bandits qui protègent l'or? Des cartels de la drogue? Ou quelque chose de beaucoup plus ancien? Les Apaches évitent cet endroit depuis des siècles. Ils appellent ces montagnes le terrain de jeu du diable. Selon leurs croyances, un dieu du tonnerre y vit et garde l'entrée du monde souterrain. Les Apaches disent que, si vous cherchez ce qui ne vous appartient pas, la montagne vous prendra la tête comme trophée. En 2010, 3 chercheurs d'or venus de l'Utah s'y sont rendus à nouveau. Ils étaient préparés, armés et munis d'un GPS. 1 an plus tard, leurs restes ont été retrouvés éparpillés dans un canyon. La version officielle parle d'une chute du haut d'une falaise. Mais pourquoi leurs téléphones et leurs appareils de navigation ont-ils été retrouvés soigneusement rangés à un autre endroit? Les géologues affirment que ces montagnes renferment un minerai fortement magnétique. Les boussoles y donnent de fausses indications et l'électronique fonctionne mal. Vous pouvez vous trouver à 1 heure de marche de l'autoroute, voir les lumières de la ville et tourner en rond jusqu'à ce que le soleil vous dessèche complètement. Les monts de la superstition se dressent comme un monument silencieux à la cupidité humaine. L'or s'y trouve peut-être bel et bien, mais le prix d'entrée, c'est votre tête, au sens littéral. Quand on parle de disparition mystérieuse dans l'océan, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le triangle des Bermudes. La culture populaire en a fait une véritable marque. Mais peu de gens savent qu'il existe, à l'autre bout du monde, dans l'océan Pacifique, un frère jumeau maléfique. Et à en croire les statistiques, il serait bien plus vorace et dangereux. Les Japonais appellent cet endroit la mer du diable. Elle se trouve au sud de Tokyo et forme un triangle entre le Japon, les îles Bonin et Guam. Dans les Bermudes, ce sont souvent des avions privés et des yachts aux mains de capitaines inexpérimentés qui disparaissent. La mer du diable, elle, ne s'en prend pas à de petites embarcations. Elle engloutit d'immenses cargos, des pétroliers et même des navires de guerre équipés des technologies les plus modernes. La période la plus terrifiante de l'histoire de cette zone remonte au début des années 50. En 2 ans à peine, 9 grands navires modernes y ont disparu sans laisser de traces. Pensez-y, il ne s'agissait pas de bateaux en bois, mais de véritables géants d'acier. Aucun n'a eu le temps d'émettre un signal de détresse. Les opérations de recherche n'ont retrouvé ni épave, ni nappe de pétrole, ni corps. Les navires s'effaçaient tout simplement de la surface de l'océan, comme s'ils avaient été aspirés par un gigantesque tourbillon. Les autorités japonaises étaient prises de panique. Pour comprendre ce qui se passait, le gouvernement a envoyé en 1952 un navire spécial de recherche scientifique, le Kaio Maru numéro 5. À son bord se trouvait l'élite du domaine, 31 personnes, parmi lesquelles les meilleurs océanographes, topographes et marins. Leur mission était simple: pénétrer dans la zone dangereuse, découvrir la cause de l'anomalie et revenir avec un rapport. L'ironie du sort fut cruelle. Le navire envoyé pour enquêter sur ces disparitions disparut à son tour. Le Kaio Maru numéro 5 entra dans la mer du diable et se volatilisa. On ne retrouva plus tard que quelques débris qui confirmèrent le naufrage sans en expliquer la cause. Ce fut la goutte de trop. Le gouvernement japonais déclara officiellement cette zone dangereuse pour la navigation.
C'est probablement le seul cas au monde où un État reconnaît, au niveau législatif, l'existence d'une zone maudite. Que s'y passe-t-il? Les scientifiques évoquent une activité sismique considérable. Le fond de l'océan, dans cette région, est littéralement en ébullition. Des volcans sous-marins entrent constamment en éruption, créant des îles errantes qui apparaissent et disparaissent en quelques jours. Il est possible que des émanations de méthane modifient la densité de l'eau et que les navires perdent instantanément leur flottabilité avant de couler au fond comme des pierres. Mais il existe une autre théorie. Les pilotes qui survolaient cette zone rapportaient souvent d'étranges anomalies temporelles. Leurs montres retardaient ou avançaient, tandis que les instruments de navigation indiquaient que l'avion volait dans la direction opposée, alors même que le pilote voyait le soleil. Des légendes vieilles de plusieurs milliers d'années racontent quant à elles que des dragons vivent sous les eaux et remontent à la surface pour réclamer leur tribu. Quoi qu'il en soit, la mer du diable garde ses secrets à plusieurs kilomètres de profondeur, là où aucun rayon de lumière ne peut parvenir. Et si vous voyez sur une carte un itinéraire qui traverse cette zone, mieux vaut en choisir un autre. Les parcs nationaux américains, Yosemite, Yellowstone et les Great Smoky Mountains. Des millions de touristes s'y rendent pour communier avec la nature. Mais l'ancien détective de la police David Paulides, après avoir analysé des milliers de dossiers sur les 100 dernières années, a découvert une constante qui fait froid dans le dos. Il l'a baptisée Missing 411. Les gens ne disparaissent pas au hasard dans ces parcs. Leur disparition se concentre dans des zones bien précises, et les circonstances se ressemblent à un point terrifiant, comme si elles suivaient le scénario d'un même réalisateur. Premièrement, le silence. Presque toujours, la disparition survient dans un silence de mort. Pas un cri, pas même le craquement d'une branche. Un enfant avance sur un sentier, à 3 mètres de ses parents. Le père détourne les yeux pour remettre son sac à dos en place. Lorsqu'il se retourne, l'enfant a disparu. Deuxièmement, les chiens. C'est le plus étrange. Les meilleurs chiens de recherche, capables de retrouver une personne à partir d'une odeur vieille d'une semaine, se comportent de manière anormale dans ces affaires. Soit ils gémissent et refusent de prendre la piste, la queue entre les jambes, soit ils atteignent un point précis, s'assoient et fixent le vide. La piste s'interrompt, comme si la personne avait été arrachée du sol et tirée vers le haut. Troisièmement, la météo. Dès que les recherches commencent, la nature semble se liguer contre les secours. Presque instantanément, une tempête de neige éclate, une pluie torrentielle se met à tomber, ou un brouillard épais descend, effaçant toutes les traces. Mais l'élément le plus bouleversant de cette énigme, c'est l'endroit où nous retrouvent les victimes, ou leurs restes. On parle alors de mobilité impossible. Imaginez qu'un enfant de 2 ans disparaisse. Un tout petit qui sait à peine marcher et trébuche sur un terrain parfaitement plat. Des centaines de volontaires partent à sa recherche. On le retrouve plusieurs jours plus tard, à 15 kilomètres du lieu de sa disparition. Et pas simplement dans la forêt, au sommet d'une falaise à pic que les alpinistes ne gravissent qu'avec une corde d'assurage. Comment un enfant de 2 ans a-t-il pu parcourir en quelques jours une distance qu'un homme adulte aurait du mal à franchir? Comment a-t-il pu escalader cette falaise sans aucun équipement? Et pourquoi ses vêtements sont-ils souvent retrouvés soigneusement retirés et pliés à côté de lui, alors que son corps ne porte pas la moindre égratignure, même s'il aurait dû se frayer un chemin à travers des buissons épineux? Les enfants qui survivent racontent souvent des histoires que l'on attribue au choc ou à leur imagination. Ils parlent de grandes silhouettes velues qui les emportaient dans leurs bras, ou d'ours qui marchaient sur 2 pattes et leur donnaient des baies à manger. Les services américains refusent de tenir un registre national unique des personnes disparues dans les parcs nationaux. Si vous demandez à un garde forestier combien de personnes ont disparu à Yosemite en 1 an, il ne saura pas vous répondre. Cette statistique n'existe officiellement pas. Pourquoi? Peut-être parce que les chiffres sont si effrayants que, s'ils étaient publiés, les parcs devraient fermer pour toujours.
Ces endroits ressemblent à des réserves naturelles, mais les statistiques laissent entendre que, pour certains, ce sont des terrains de chasse. Et dans ce jeu, nous ne sommes pas les chasseurs. Bienvenue dans le triangle de l'Alaska. Une zone immense, située entre Anchorage, Juneau et Barrow. Réfléchissez un instant à ce chiffre. Depuis 1988, plus de 16 000 personnes y ont disparu sans laisser de traces. Ce n'est pas une faute de frappe, c'est la population d'une ville entière qui s'est tout simplement volatilisée dans le désert glacé. Statistiquement, l'Alaska compte 2 fois plus de disparitions par habitant que n'importe quel autre État américain. Les sceptiques répondront « Bien sûr, il y fait froid, il y a des animaux sauvages et des crevasses dans les glaciers. » Et en partie, ils ont raison. Mais cela n'explique pas ce que deviennent les avions. L'histoire qui a prouvé au monde entier que quelque chose ne tournait pas rond dans cette région s'est déroulée en octobre 1972. Ce n'était pas le vol d'un touriste amateur. À bord d'un avion bimoteur Cessna se trouvaient le représentant Nick Begich et Hale Boggs, chefs de la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis. Des hommes qui évoluaient au plus haut niveau de l'État, presque au niveau présidentiel. L'avion avait décollé d'Anchorage à destination de Juneau. Les conditions permettaient de voler, les pilotes étaient des as. Et pourtant, l'appareil a tout simplement disparu des écrans radars. Aucun signal de détresse, aucun message indiquant le moindre problème. Le gouvernement américain a alors lancé la plus vaste opération de recherche de l'histoire du pays. Pendant 39 jours, 40 avions militaires, 50 avions civils et des centaines de sauveteurs ont ratissé chaque mètre de l'itinéraire. Ils ne cherchaient pas seulement les disparus. Ils espéraient retrouver au moins un morceau d'aile, une nappe d'huile ou un fragment de carlingue. Résultat, 0. Un 0 absolu, retentissant. Un avion imposant, avec des passagers aussi importants à son bord, s'était purement et simplement effacé de la réalité. À ce jour, pas même un boulon n'a été retrouvé. Et des cas comme celui-ci, il y en a des centaines. Des avions pénètrent dans cette zone et disparaissent. Les pilotes qui ont eu la chance d'en revenir racontent des choses terrifiantes. Ils affirment que les instruments de navigation deviennent fous dans le triangle. Les boussoles se mettent à tourner comme des toupies, tandis que les communications radio se remplissent d'un étrange grésillement où l'on distingue des voix. Les scientifiques expliquent ces phénomènes par de très puissantes anomalies magnétiques. Ici, la Terre est littéralement chargée d'électricité. Des tourbillons électromagnétiques pourraient perturber les instruments et désorienter les pilotes. Mais les peuples tlingits de la région sont convaincus que la science n'y peut rien. Depuis des siècles, ils racontent des légendes sur le Kushtaka, une créature métamorphe qui attire les voyageurs dans la nature sauvage en imitant les pleurs d'un enfant. Ou encore sur d'immenses pyramides de glace, dissimulées profondément sous la terre, qui fonctionneraient comme des générateurs d'énergie capables d'absorber la matière. Quoi que ce soit, les faits restent les faits. Le triangle de l'Alaska fonctionne comme un aspirateur gigantesque. Il engloutit les êtres humains, les avions et les navires et ne les rend jamais, vous m'entendez, jamais. Nous entrons dans le trio de tête. Jusqu'ici, il était question de phénomènes mystiques, de fantômes et d'ovnis. Cette fois, oubliez tout cela. Ce qui rend le 3e lieu de notre classement si terrifiant, c'est précisément qu'il n'a rien de surnaturel. Il n'y a ici que l'horreur pure et concentrée du réel. Regardez une carte des Amériques. Vous y verrez la Panaméricaine, la plus longue route du monde, qui relie l'Alaska à l'Argentine. C'est un projet colossal, mais en y regardant de plus près, on remarque qu'à un endroit, le tracé s'interrompt. Entre le Panama et la Colombie, il n'y a plus de route. Cet endroit s'appelle le bouchon du Darien. 100 km de marécages, de jungles et de montagnes infranchissables. C'est le lieu le plus dangereux de l'hémisphère occidental. Les habitants de la région l'appellent l'enfer vert. Pourquoi des gens y disparaissent-ils ? Parce que le Darien est une machine à tuer parfaite, créée par la nature et perfectionnée par l'homme. D'abord, c'est la nature qui tente de vous tuer. La jungle est si dense que la lumière du soleil atteint à peine le sol. On y trouve les serpents les plus venimeux du continent,
des araignées grandes comme des assiettes et des insectes qui transmettent des fièvres mortelles. En 1 minute, les marécages peuvent vous engloutir jusqu'à la taille. Dans le Darien, la règle est simple. Si vous vous cassez une jambe, vous êtes mort. Il n'y a ni secouriste, ni communication, ni évacuation possible. Le groupe qui vous accompagne ne vous portera pas. Il vous abandonnera. Mais la nature ne représente que la moitié du danger. Le bouchon du Darien est un no man's land. Ni les lois du Panama, ni celles de la Colombie ne s'y appliquent. Ce territoire est contrôlé par des cartels de la drogue d'une extrême brutalité et par des groupes armés. Pour eux, l'épaisseur de la jungle offre un corridor idéal au trafic de drogue et d'armes. Si vous êtes un touriste en quête de sensations fortes, décidé à traverser le Darien, le cartel vous considérera soit comme un témoin à éliminer, soit comme une marchandise susceptible de rapporter une rançon. Chaque année, des milliers de migrants traversent cet enfer dans l'espoir de gagner les États-Unis, et des milliers d'entre eux disparaissent à jamais. Les survivants font des récits qui glacent le sang. Selon eux, le sentier est littéralement jonché de cadavres. Imaginez-vous avançant dans la boue, suffocant sous l'effet de l'humidité, et enjambant le corps d'un homme tombé là 2 jours plus tôt. Personne ne l'enterre. Sous ce climat tropical, la jungle fait disparaître un corps en seulement 72 heures. La nature efface les preuves avant même que la police ait le temps de réagir. Le célèbre journaliste Robert Young Pelton, qui s'est rendu sur place, a raconté le cas de 3 touristes suédois que l'on avait avertis de ne pas pénétrer dans la forêt. Ils avaient ri, affirmant qu'ils disposaient d'un excellent équipement et d'un GPS. Personne ne les a jamais revus. Plus tard, une seule de leurs chaussures a été retrouvée. Le bouchon du Darien est un terrible noir de la civilisation. On peut y disparaître à cause de la morsure d'un serpent, parce qu'on s'est noyé dans une rivière lors d'une crue soudaine, ou simplement parce qu'on a croisé le regard du mauvais homme, armé d'un fusil d'assaut. Il n'y a aucun mystère ici, seulement des statistiques. Et elles disent une chose: n'allez pas dans le Darien. Nous retournons au Japon, au pied du mont Fuji, montagne sacrée et l'un des symboles les plus reconnaissables du pays. Un sommet enneigé, des cerisiers en fleurs, un paysage de carte postale. Pourtant, rares sont ceux qui regardent plus bas, au pied même de la montagne. C'est là que s'étend la forêt d'Aokigahara, également appelée Jukai, la mer d'arbres. Elle occupe à juste titre la 2e place de notre classement, car c'est le piège à âme le plus célèbre au monde. Sur le plan géologique, Aokigahara est une anomalie. La forêt a poussé directement sur une coulée de lave solidifiée après une éruption volcanique survenue au IXe siècle. Le sol y est saturé de fer, créant ainsi un premier cercle de l'enfer pour quiconque ose quitter le sentier. Ici, les boussoles ne fonctionnent pas. Leur aiguille se met brusquement à tourner comme une folle. Le GPS perd souvent le signal à cause de l'épaisseur de la canopée. Mais le plus terrifiant ici, c'est le son, ou plutôt son absence. Sous vos pieds, la lave poreuse fait office d'isolant acoustique parfait. Elle absorbe le moindre bruit. Vous pouvez crier à plein poumon, votre voix s'éteindra au bout d'à peine 10 mètres. Il règne un silence anormal, cotonneux, qui pèse sur les tympans et rend fou. Des touristes racontent que, dans cette forêt, on a constamment l'impression que quelqu'un se tient derrière soi. Mais lorsqu'on se retourne, il n'y a que les troncs tordus des arbres. Aokigahara, aussi appelée Jukai, la mer d'arbres, traîne une sinistre réputation, celle de la forêt des suicides. Chaque année, des bénévoles ratissent les abords de la forêt et y retrouvent entre 50 et 100 corps. Mais ici, nous parlons des disparus, de ceux qui n'ont pas été retrouvés. Selon les légendes locales, au Moyen-Âge, des paysans pauvres conduisaient dans cette forêt les vieillards qu'ils ne pouvaient plus nourrir et les abandonnaient à la mort. On dit que la forêt est imprégnée de la malveillance de leurs esprits, les yurei, et que ceux-ci font tout pour égarer les visiteurs. Si vous empruntez un sentier touristique, vous apercevrez quelque chose de glaçant. Des rubans de plastique ou des cordes qui partent de la route et s'enfoncent dans l'épaisseur de la forêt. Ils sont laissés par ceux qui viennent ici pour mourir, mais qui hésitent encore. Ils en attachent une extrémité afin de pouvoir retrouver la sortie s'ils changent d'avis.
Le plus effrayant, c'est d'arriver au bout de l'un de ces rubans. Souvent, il s'interrompt près d'une vieille tente couverte de mousse. Vous vous approchez. À l'intérieur, vous découvrez un sac de couchage, des emballages de nourriture, des effets personnels, des livres, mais personne. La tente est là depuis des années. Qu'est devenu son propriétaire? Il s'est simplement enfoncé plus loin dans le Jukai, la mer d'arbres. Le sol de la forêt n'est qu'un enchevêtrement sans fin de crevasses, de grottes et de fosses dissimulées sous la mousse et les racines. Un seul faux pas, et vous basculez dans le vide. La lave dissimulera parfaitement le corps. Il existe des récits de touristes venus s'aventurer dans la forêt pour le frisson, qui ont perdu le sentier avant de céder à la panique. Persuadés de courir vers la sortie, ils s'enfonçaient en réalité toujours plus profondément dans les bois, là où les boussoles ne servent à rien et où personne n'entend les cris. Aokigahara est un lieu où la mort fait désormais partie du paysage. À l'entrée, un panneau porte cette inscription. « Votre vie est un don inestimable de vos parents. Pensez à eux, s'il vous plaît. » Mais pour les centaines de personnes qui passent chaque année sous cette voûte verte, ce panneau devient la dernière chose qu'elles liront de leur vie. La forêt se tait, et dans ce silence, des êtres humains disparaissent. Retour au Canada, dans les territoires du Nord-Ouest. Ici, au milieu de canyons sauvages et de rivières tumultueuses, s'étend le parc national Nahanni. On ne peut s'y rendre qu'en hélicoptère ou par voie fluviale. À 500 km à la ronde, pas âme qui vive. En général, des noms géographiques comme Vallée de la Mort ou Montagne du Diable ne sont que de belles métaphores. Mais si la vallée de la Nahanni est surnommée la vallée des 100 têtes, ce n'est pas pour faire sensation. C'est la description littérale de ce que l'on y retrouve. Tout a commencé à l'époque de la ruée vers l'or. En 1905, les frères Willie et Frank MacLeod partirent chercher de l'or dans cette vallée. Aguerris à la survie, ils connaissaient la forêt et savaient manier les armes. Ils trouvèrent de l'or et eurent même le temps de faire parvenir un message signalant un riche filon. Puis, plus rien. Les recherches durèrent 3 ans. En 1908, une autre équipe tomba sur leur campement. Ce qu'elle y découvrit entra dans les annales de la criminalistique. Les corps des 2 frères gisaient dans leur sac de couchage, près d'un feu éteint. Tous 2 avaient été décapités. Leurs têtes n'avaient pas été rongées par des animaux. Les sections étaient nettes. Et les têtes restèrent introuvables. Les sceptiques ont parlé de bandits rivaux. C'est possible. Mais en 1917, un chercheur d'or suisse, Martin Jorgensen, se rendit à son tour dans la vallée. Il construisit une solide cabane et était armé jusqu'aux dents. Plus tard, sa cabane fut retrouvée entièrement réduite en cendres. À l'intérieur, on découvrit un squelette, décapité. Là encore, la tête avait disparu. Ce fut le début d'une véritable épidémie. Les archives de la police canadienne recensent, entre 1908 et 1969, 44 personnes disparues dans la vallée de la Nahanni dans des circonstances mystérieuses ou retrouvées décapitées. Réfléchissez un instant. C'est une taïga perdue. Il n'y a ici aucun tueur tapi derrière un buisson. Il n'y a pas de route. Alors qui ou quoi traque les hommes depuis des décennies et emporte leurs têtes comme des trophées? Les ours? Un grizzly peut tuer, déchiqueter un corps, mais il ne tranche pas une tête avant de l'emporter en laissant le reste du corps intact. Depuis des siècles, les Dénés de la région redoutent d'entrer dans le canyon. Ils racontent la légende des Nahas, de féroces guerriers qui vivaient dans les montagnes avant de disparaître un jour, sans laisser de traces. Les Dénés pensent que les Nahas ne sont pas partis, mais qui se sont transformés en autre chose. Des esprits chargés de protéger l'or de la vallée. Et pour cet or, le prix à payer est une tête. Au XXIe siècle, les disparitions continuent. Des touristes d'aujourd'hui, descendus en rafting sur la rivière, décrivent une inexplicable peur animale qui les submerge par vagues. Ils parlent d'étranges lueurs au sommet de falaises qu'aucun être humain ne pourrait escalader, ainsi que d'empreintes gigantesques qui ne correspondent à aucun animal connu. La vallée de la Nahanni reste l'un des endroits les moins explorés de la planète. Elle attire par sa beauté et par son or, mais les statistiques sont implacables. Le risque de ne pas en revenir entier
est bien trop élevé. Ici, la nature nous adresse un message sans détour. Vous n'êtes pas les bienvenus. Nous avons l'habitude de nous croire maîtres de la planète. Pourtant, ces 13 endroits prouvent le contraire. La Terre reste un prédateur, et nous ne sommes que des invités. Les cartes Google montrent les paysages, mais pas le danger. Et voici la question à 1 million. Dans lequel de ces endroits risqueriez-vous de passer une nuit seul, en échange d'une somme colossale? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je mettrai un like à la plus audacieuse. Si ce soir vous dormez avec la lumière allumée, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine enquête. Prenez soin de vous et ne quittez pas le sentier. À bientôt.